Parfait. Donc l'enregistrement a démarré, je vais vous partager mon écran et puis on va pouvoir passer un petit moment ensemble pour évoquer un sujet passionnant. Vous allez voir, on va parler abeilles. Alors, hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien tous, toutes et tous, mon écran? Super. Le marketing également? Bon, si ça vous va, je vais commencer. Alors, en préambule, eh bien, je vais vous souhaiter bien évidemment, les bons vœux pour cette nouvelle année 2025 qui démarre. Je vous la souhaite, pleine de beaux moments partagés, de bonheur, de réussite dans tous vos projets et puis bien évidemment avec la santé puisque c'est un petit peu le nerf de la guerre et que c'est important, voilà, d'être en bonne santé pour pouvoir poursuivre ces belles actions. Alors, ce que je vous propose, c'est une conférence autour, bien évidemment, des abeilles et de la biodiversité. Une conférence qui va se dérouler en 5 temps forts que je vous propose, qui sont les suivants. Donc la biodiversité, un enjeu vital et majeur pour tous. On parlera également ensuite des abeilles, du rôle essentiel qu'elles jouent dans la planète. On fera le constat alarmant de leur disparition. Pourquoi? Quels sont les facteurs d'affaiblissement des colonies d'abeilles? On parlera ensuite d'action, puisque l'enjeu, c'est aussi d'agir pour la préservation des abeilles. Donc, je vous partagerai quelques actions très simples pour aider les butineurs. On fera un focus, bien évidemment, sur le soutien MFA depuis quelques années maintenant. Et puis, pour finir avec un aspect plus pédagogique et ludique, on vous parlera des différents métiers de l'apiculteur, mais également de ceux des abeilles. Donc, le format, c'est une conférence de 45 minutes. J'espère que ça vous plaira et qu'elle suscitera l'intérêt. Et je vous transmettrai au sortir de la conférence eh bien, le dispositif que je vous ai préparé. Donc, cette présentation sur laquelle vous retrouverez des liens actifs que vous pourrez aller voilà, cliquer pour creuser le sujet si le sujet vous intéresse. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc on va parler de la biodiversité comme enjeu majeur et vital pour tous. Alors, la biodiversité Kesako. Alors, le concept de biodiversité, il est apparu dans les années 80. Ça fait 40 ans qu'on évoque ce concept-là de biodiversité, bien qu'elle soit aussi ancienne que la vie finalement. Alors, on définit comme biodiversité l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme va comprendre, également toutes les interactions que vous avez entre les différentes espèces et leur milieu. Hem, il existe un jour pour célébrer, hein, la journée mondiale de l'abeille en France, la journée mondiale, pardon, de la biodiversité en France, c'est le 22 mai. Donc chaque année, le 22 mai, on fête la journée mondiale de la biodiversité et le 20 mai, donc 2 jours, 2 jours avant, on fête la journée mondiale de l'abeille. Bah, l'enjeu de cette journée mondiale, c'est à la fois de célébrer, hein, cette biodiversité, mais aussi de sensibiliser sur l'enjeu majeur de préserver une biodiversité en déclin depuis quelques décennies. Alors, elle coïncide également avec le retour du printemps, bien évidemment, puisque vous avez l'apogée de la biodiversité durant la saison printanière. Et puis, qui dit fleurs dit abeilles. Donc, on fera justement très naturellement la transition vers les abeilles. C'est aussi la période de reprise d'activité des ruches, après une phase d'hivernage puisque vous le savez, durant l'hiver, les abeilles vont hiverner. Alors, elles vont pas hiberner, elles vont pas dormir, hein, mais elles vont hiverner dans la ruche. Elles ne sortiront plus de la ruche, elles vont se grapper au sein de la ruche et elles vont, utiliser les réserves, de manière, anecdotique, le temps d'attendre, hein, la première grande mielée printanière qui pourra, donc, leur fournir les ressources nécessaires pour relancer la colonie. Alors, pourquoi la biodiversité est-elle si importante?
Eh bien, parce qu'elle joue une action majeure à la fois de stabilité écologique, de service écosystémique et de valeur économique et sociale. Je m'explique. Stabilité écologique, c'est finalement la résilience face au changement climatique. Par exemple, les récifs coralliens sont des refuges pour les poissons et permettent de préserver à la fois les côtes. Les algues sont une machine à produire de l'oxygène. Les forêts tempèrent le climat et stockent le carbone, par exemple. De services écosystémiques, eh ben, on va le voir juste après, la pollinisation est réalisée avec et grâce aux insectes pollinisateurs. Et elle est essentielle puisque de cette pollinisation dépendent nos ressources alimentaires. Je vous donne un autre exemple, la pêche par exemple. Elle représente 100 millions de tonnes de nourriture au niveau mondial. Et puis une valeur économique et sociale également, puisque pour vous donner un simple exemple, 50% des médicaments que nous consommons proviennent de substances naturelles relatives à la biodiversité. Alors, je vous fais un petit focus sur la pollinisation. C'est en fait le processus par lequel le pollen va être transporté. Donc, le pollen, c'est la petite boule de poussière produite par les fleurs qui va être transportée d'une fleur à l'autre et qui va permettre la reproduction et donc transformer la fleur en fruits et légumes que nous consommons. Donc, ce transport, il peut se faire bien évidemment par le vent ou par les animaux pollinisateurs dont font partie les abeilles, mais pas que. Vous avez également les papillons, les oiseaux. Et cette pollinisation se fait également par l'eau pour les plantes aquatiques. Quand le pollen arrive sur une autre fleur, il féconde l'ovule de la fleur, ce qui va permettre de former les fruits et légumes et graines que nous consommons. Alors, donc la biodiversité, l'enjeu majeur de sa préservation, c'est que, vous le savez, la biodiversité s'érode depuis quelques années. Je vous ai classé les impacts, les différents impacts. Alors, on a qui expliquent cette érosion de la biodiversité. Donc, l'urbanisation et l'industrie à hauteur de 30%. Donc, elle représente finalement la destruction des espaces naturels. 23% bien, de ces impacts sont liés à la surexploitation des ressources, notamment la surpêche, la production de soja, par exemple, qui détruit une partie de la forêt amazonienne, pour ne citer que cet exemple-là. Pour 14%, l'impact est lié au changement climatique. Alors, ce pourcentage est en train d'augmenter depuis 2 ans. Donc, on fait vraiment face à des drames écologiques. Juste un petit instant, je m'interromps quelques secondes. Hop, j'ai une personne qui nous rejoint. Voilà. Donc, je reprends. Je vais vous parler donc des raisons qui expliquent l'érosion de la biodiversité. La surexploitation des ressources, je vous parlais de la pêche. Mais également de la surpêche, mais également de la production de soja, par exemple, qui détruit la forêt amazonienne. Le changement climatique depuis maintenant quelques années, et particulièrement sur les 2 dernières années, on fait véritablement face à un drame écologique directement lié au dérèglement climatique, les incendies, les inondations, les tsunamis, les ouragans, et puis tout simplement le dérèglement des saisons, par exemple, pour ne citer que l'abeille. L'abeille vit au gré des saisons. Elle hiverne en hiver, elle profite de la première grande mielée printanière et puis ensuite d'une seconde mielée durant la période estivale avant de repartir dans son cercle d'hivernage. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les hivers n'en sont plus, il ne fait plus suffisamment froid, donc les abeilles vont sortir de la ruche pensant pouvoir récolter pollens et nectar sains. Et en fait, à cette période de l'année, vous n'avez pas de floraison, vous n'avez pas de pollen, vous n'avez pas de nectar. Donc, elles s'en rentrent à la ruche bredouille. Et puis, finalement, du coup, elles vont aller consommer les réserves qu'elles ont, qui s'amenuisent dans la colonie et qui sont censées les tenir jusqu'à la première mielée printanière. Donc, ça complique. On a des colonies qui meurent notamment de famine associées à ce dérèglement climatique. De la même manière, l'été, on a à faire face à des pics de sécheresse. Donc, le nectar s'assèche à même la fleur et les abeilles qui sortent butiner n'ont même pas la possibilité de récolter de nectar. Donc, ça vient vraiment perturber, si vous voulez, le cycle de vie et de récolte des abeilles. Alors, les conséquences du coup de cette biodiversité en déclin.
eh bien, 68% des populations de vertébrés a disparu en moins de 50 ans. Donc les mammifères, les poissons, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens. En France, il n'y a plus que quelques dizaines de loups, vous le savez. Le bouquetin des Pyrénées s'est éteint en 2000, je crois. Les tortues d'Hermann ou les ours bruns sont encore menacés. 40% des insectes sont également en déclin au niveau mondial, avec une diminution des insectes sur la Terre de 2,5% chaque année, et ce depuis 30 ans. Et alors qu'au moins, on le verra tout à l'heure, mais 75% des cultures alimentaires en Europe dépendent directement des insectes pollinisateurs qui disparaissent. Donc c'est assez dramatique, hein, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, on est en train de faire face à une véritable dépendance alimentaire associée à ce déclin des insectes pollinisateurs. 66% des milieux marins sont détériorés, et puis alors les récifs coralliens, on en parle souvent, mais voilà, 33% des récifs coralliens sont en train de disparaître, et plus d'un tiers des mammifères marins sont menacés. Alors, quel avenir pour la biodiversité? Alors, c'est vrai que quand on commence à parler de tout cela, et quand on vous donne des statistiques comme celle-ci, elles peuvent être facilement anxiogènes. Et l'enjeu, c'est pas tant de se dire que les dés sont jetés et qu'on ne pourra pas agir. L'enjeu, c'est surtout de se dire qu'aujourd'hui, si on se met au travail, on a la possibilité, tout à chacun avec des gestes à son échelle, d'avoir un impact positif sur la biodiversité. Alors, j'ai tendance à dire que voilà, c'est Homo sapiens qui est traduit par l'homme sage, qui est au centre des débats et qui impacte directement cette biodiversité en déclin. Donc, c'est aussi Homo sapiens, c'est donc nous, les êtres humains, qui avons la faculté, la possibilité, eh bien, d'inverser la tendance et d'avoir un impact positif sur la biodiversité. Donc, chaque geste compte, on en parlera tout à l'heure, et c'est intéressant de se dire qu'il y a des petites actions que vous pouvez mettre en place très simplement, qui vous coûtent zéro, mais qui ont un impact très positif sur la nature. Toujours concernant la biodiversité, puisque c'est étroitement lié, je voulais vous mettre ce graphe qui a été réalisé. Donc, c'est calculé par le Global Footprint Network. Donc, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. C'est la date à partir de laquelle l'humanité a consommé, de par son empreinte écologique, toutes les ressources que la planète Terre est capable de reconstituer naturellement en une année. Donc, la date de dépassement pour cette année, elle a été actée au 1er août 2024. L'année dernière, elle était au 2 août 2023. Donc, on avance encore, et ça veut dire qu'on érode un petit peu plus les ressources que la nature et la planète sont capables de restaurer et régénérer naturellement en une année. Aujourd'hui, on consomme une planète 75 versus une planète au démarrage de ce calcul dans les années 70. Juste une petite anecdote, en 2020, vous pourrez vous pourrez le vérifier, hein, sur le graphique. En 2020, de par le confinement et le fait qu'on s'est tous retrouvés chez soi, et donc qu'on a eu moins d'impact moins d'empreinte écologique et moins d'impact sur la biodiversité, eh bien, le jour de dépassement était au 22 août, donc bien plus tardif. Donc voilà, vous pouvez constater que l'empreinte humaine a un impact direct, effectivement, sur la consommation des ressources de la planète. Donc on peut considérer aujourd'hui que nous vivons à crédit. En France, pour vous donner un exemple, le gaspillage alimentaire représente à lui seul 10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Donc, c'est important, voilà, de se dire qu'aujourd'hui, on a un véritable impact sur la planète, et que nous avons la possibilité, la faculté d'inverser la tendance en étant conscients de cela et en agissant pour demain. Donc, la transition est toute faite. On va parler dorénavant des abeilles. Puisque vous le savez, eh bien, les abeilles et les insectes pollinisateurs représentent à eux seuls la reproduction de près de 80% des espèces végétales dans le monde. Donc, majorité, hein, cultures fruitières, légumières, les oléagineux, les protéagineux, les fruits à coque, et les épicés stimulants, cacao, café, etc.
La reproduction de plus de 3/4 des cultures dans le monde, 35% de la production alimentaire mondiale en tonnage et 10% du chiffre d'affaires de l'agriculture mondiale. Si vous n'aviez qu'un chiffre, ou plutôt qu'un montant à retenir, c'est 153 milliards d'euros par an. C'est la quantification du service rendu gratuitement par les abeilles, à la fois de rendements agricoles, mais également des produits de la ruche qu'elle fournit, pollen, gelée royale, cire, miel bien évidemment, etc. Donc 153 milliards d'euros, c'est le service rendu gratuitement par les abeilles chaque année. Donc, si demain l'abeille venait à disparaître et que nous devions jouer ce rôle de pollinisateur sur les rendements agricoles, eh bien, effectivement, ça nous coûterait un gros chèque. Je vous partage une petite illustration, alors 2 photos, alors mis bout à bout, de comparaison sur l'abeille dans nos assiettes. Globalement, vous pouvez le constater, vous avez plutôt une table généreuse de petit déjeuner, un croissant, une chocolatine, un pain au beurre avec de la confiture à la fraise. Vous avez un bol de céréales avec des copeaux de chocolat, vous avez du miel, vous avez un café ou un chocolat chaud, peu importe, un jus de fruits, une petite salade de fruits sur la droite. Maintenant, vous retirez l'abeille de l'équation, vous faites face à un véritable désert alimentaire. Donc, moins de rendement, vous avez moins de croissants, chocolatines sur la table. Vous n'avez plus de cacao, plus de chocolat. Donc, votre café ou votre chocolat chaud devient un pauvre verre de lait. Votre yaourt aux fruits devient un yaourt nature. Les céréales, eh bien, vous n'avez plus de copeaux de chocolat. Exit la salade de fruits qui a disparu de la table. Bref, nous mangeons grâce à l'intervention des pollinisateurs dans la nature et c'est important de le rappeler. Donc on prête cette phrase à Albert Einstein qui n'a pas réellement été citée par Albert Einstein, mais si l'abeille venait à disparaître, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Donc ça questionne, hein, c'est sur cette dépendance que nous avons entre l'homme et l'abeille. Un constat alarmant, les abeilles disparaissent. Alors je vais vous citer un chiffre, c'est celui qui est fourni par l'UNAF, l'Union nationale des apiculteurs français. 300 000 colonies d'abeilles disparaissent chaque année en France. C'est l'équivalent de 30 à 40% des cheptels français. C'est-à-dire qu'un agriculteur, un apiculteur, hein, qui est un agriculteur, lorsqu'il démarre sa saison et qu'il a 100 ruches, il sait qu'en fin de saison, il en aura perdu 30. Donc c'est assez faramineux de se dire que chaque année, l'apiculteur devra reconstituer 30% de son cheptel sous peine d'arrêter son activité en à peine 3-4 ans. La cause numéro 1, vous allez le voir, hein, ce sont les pesticides, mais depuis 2-3 ans, la tendance est en train de s'inverser et le climat devient la raison numéro 1 du déclin des abeilles depuis 2-3 ans. Alors, je vais vous parler du phénomène du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, ce qu'on appelle le CCD, Colony Collapse Disorder. Ce sont les abeilles qui partent de la ruche, de la colonie, mais qui ne reviennent jamais. Donc, les apiculteurs se retrouvent face à des ruches qui sont totalement vides de leurs abeilles, sans avoir les populations d'abeilles mortes au pied de la ruche. Il n'y a aucune information expliquant cette disparition. Les scientifiques se sont penchés, hein, sur le sujet et on a quelques indicateurs, hein, qui nous font penser que les pesticides, bien évidemment, sont la cause numéro 1 de la disparition des abeilles. Alors, dans les années 90, avant l'introduction de certains pesticides de la famille des néonicotinoïdes, vous avez dû en entendre parler, qui sont des perturbateurs endocriniens. Les mortalités sur les cheptels français étaient de l'ordre de 5%, qui étaient considérées comme des mortalités standards ou classiques. À partir des années 90, avec l'introduction de certains pesticides de la famille des néonicotinoïdes, perturbateurs endocriniens, les colonies d'abeilles se sont vraiment éteintes et on a des mortalités aujourd'hui qui avoisinent les 30-40% sur certains cheptels. On les considère, ces néonicotinoïdes, comme des pesticides tueurs d'abeilles. En 10 ans, le recours aux pesticides aurait augmenté de 25% selon la Fondation Hulot et malgré les dispositions prises par le gouvernement autour de la loi biodiversité. Vous en avez probablement entendu parler, vous avez probablement vu passer un des textes avec l'interdiction d'utiliser certains pesticides de la famille des néonicotinoïdes depuis
2018-2020 et pourtant, malgré tout, on a eu pas mal de dérogations qui ont été acceptées, notamment sur l'utilisation de ces pesticides sur les betteraves. Et aujourd'hui, on continue à utiliser en masse des produits phytosanitaires qui font du mal à la biodiversité et donc notamment aux abeilles. On a vraiment un avant et un après les années 90 et l'introduction de ces néonicotinoïdes. On passe de 5%, hein, s'il fallait retenir un chiffre, de 5% dans les années 90 de mortalité des abeilles à plus de 30-40% aujourd'hui. Je vous ai mis une petite carte qui a été relayée par Génération Future il y a quelques jours à peine et qui présente l'utilisation en France des produits phytosanitaires et qui montre où sont vendus tous ces perturbateurs endocriniens et ces substances toxiques. Vous avez le Nord qui est bien impacté, la Champagne, le Bordelais bien évidemment, et la région nantaise et le littoral méditerranéen. Ces régions de France semblent être les plus exposées aux pesticides et donc, vous le savez, hein, les pesticides sont néfastes à la fois pour la santé des êtres, la santé des êtres vivants, les hommes comme les abeilles. Euh, deux études scientifiques ont démontré un petit peu l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur les abeilles. On a deux études. L'une d'elles évoque le fait qu'en fait, les perturbateurs endocriniens, donc ces pesticides, génèrent de la désorientation. Les abeilles exposées, en fait, n'arrivent pas à s'en retourner à la ruche et donc vont mourir plus loin. Et ce qui expliquerait en partie le phénomène d'effondrement des colonies. Il y a une autre étude qui semble plus plausible selon nos remontées apicoles, hein, les remontées de nos apiculteurs, c'est qu'en fait, une abeille qui se sait infectée, qui se sait empoisonnée, préfère mourir plus loin que de s'en retourner à la ruche et d'aller intoxiquer ses collègues abeilles. Donc en fait, bon, les deux études se tiennent. Aujourd'hui, on a des preuves scientifiques que ces pesticides jouent à la fois le rôle de désorientation, mais également que les abeilles intoxiquées préfèrent mourir un peu plus loin. Ça réduit donc drastiquement les colonies et puis ces intoxications, vous le savez, sont mortelles. Donc si effectivement les abeilles sont impactées, eh bien la filière aussi, hein, puisque aujourd'hui, un apiculteur qui ne renouvelle pas ses colonies, je vous l'ai expliqué un peu plus haut, peut fermer ses portes sous 3 ans et peut donc être directement impacté. En 10 ans, pour vous donner un chiffre, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité. La filière apicole, c'est une petite filière. On a 2000 apiculteurs professionnels sur toute la France et 60 000 amateurs. Alors, professionnel, c'est que l'apiculteur en fait son métier. C'est sa seule possibilité de revenu. Et amateur, c'est qu'on est sur du plus petit cheptel et que l'apiculteur, effectivement, a une activité en parallèle. Voilà. Le réseau d'apiculteurs Un Toit pour les abeilles, lui, compte aujourd'hui une centaine d'apiculteurs dans tout le réseau qui sont signataires d'une charte de bonnes pratiques environnementales et apicoles. C'est très important et on en parlera. Donc voilà, un apiculteur doit reconstituer obligatoirement son cheptel chaque année s'il veut pouvoir vivre de son activité. Alors, une filière impactée également durement parce qu'elle doit faire face à un grand niveau de fraude, hein. Le miel, c'est le produit le plus frauduleux au monde, il faut le savoir. Et en France, nous sommes grands consommateurs de miel puisqu'on consomme chaque année 40 000 tonnes de miel. Donc, on consomme 40 000 tonnes de miel, on en produit 10 à 20 000 tonnes dans les belles années. Donc, normalement, le calcul est assez rapide. Normalement, les apiculteurs français devraient pouvoir vendre tout leur miel et on irait importer les 10, 15, 20 000 tonnes restantes en besoin. Eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui face à une fraude de plus en plus accrue et notamment à une concurrence déloyale avec des miels à moins de 2 euros le kilo, qui sont des miels frelatés ou adultérés. Alors, on appelle frelatés ou adultérés des miels qui sont retravaillés et notamment qui sont coupés alors avec souvent du sirop de glucose, sirop donc de betterave ou sirop de riz qui coûte à peu près 50 centimes du kilo. Donc on va vous mélanger du vrai miel avec du sirop de betterave ou du sirop de riz. C'est inodore,
incolore. Vous avez l'impression de manger du miel, vous avez l'impression de consommer un vrai produit sain et en fait, vous avez un produit frelaté, adultéré. Je vous ai mis, je vous transmettrai le support au sortir de la conférence, mais la dernière enquête de la Commission européenne qui est hyper intéressante et qui annonce que 46% des miels importés sont frelatés, donc sont adultérés, sont modifiés. Alors, je vous donnerai deux, trois petites informations pratico-pratiques pour reconnaître un bon miel, un vrai miel, et comment s'assurer que vous avez un vrai miel en face de vous. Ça, c'est très important, je vous le dirai en deuxième partie. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Pour information, il existe même du miel de synthèse, donc du miel sans abeilles, donc un peu de sirop de glucose, quelques enzymes. Vous avez l'odeur du miel, vous avez le goût du miel, ça ressemble à du miel, mais vous n'avez aucune intervention d'abeilles. Toujours concernant la partie production et importation, je vous ai mis un petit peu les productions. Alors, vous voyez, avant, dans les années 90, avant l'introduction de certains pesticides de la famille des néonicotinoïdes et jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, on était capable de produire dans les années 90 près de 35 000 tonnes de miel. On était en autosuffisance sur le miel que nous consommons en France. Et donc, on importait à peu près 5 000 tonnes, 5-7 000 tonnes, le complément dont nous avions besoin pour assurer la consommation française des 40 000 tonnes annuelles. Et vous voyez que le graphique, à partir des années 90, on a une vraie chute drastique de la production associée aux mortalités accrues de cette bascule entre les années 90, mortalité classique, 5% des abeilles chaque année à reconstituer, et après les années 90, l'introduction des pesticides néonicotinoïdes, où vous avez plus de 30 à 40% de mortalité. Donc là, on s'est retrouvé à avoir des années à peine 15 000 tonnes de miel récolté et donc une importation qui a commencé à augmenter. On a eu des années dites des années noires pour la production française avec moins de 9 000 tonnes et donc des importations qui ont juste explosé. Je vous ai mis une petite étoile verte au-dessus de l'année 2020. Vous voyez, pareil, alors on reparle de cette. Je vous ai montré tout à l'heure le graphique avec le jour du dépassement sur l'exercice sur l'année 2020. Et bien de la même manière, on a pu voir l'impact positif du confinement sur la production. Tout simplement parce que réduction drastique de l'empreinte humaine, moins de pollution sonore, moins de pollution lumineuse, les tontes des rebords de route qui étaient moins fréquentes et donc la pollinisation plus disponible et donc nectar, pollen sain pour les abeilles, les épandages de produits phytosanitaires qui étaient réduits au strict minimum. Bref, on a eu un véritable regain de la vie et ça se voit sur le graphique puisque en 2020, on a récolté près de 25 000 tonnes de miel, jamais vu, presque 30 000 tonnes de miel en France. La problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les exploitations des cheptels de nos apiculteurs sont pleines de miel que les apiculteurs n'arrivent pas à écouler. C'est pour ça qu'il y a eu une grande manifestation à Paris l'année dernière parce que les apiculteurs ont du miel, on a produit un miel de qualité, mais ce miel-là ne trouve pas preneur puisqu'aujourd'hui, les rayons de nos magasins sont submergés de produits achetés à quelques euros en provenance d'Union européenne et même hors Union européenne et qui viennent mettre à mal à la fois la filière, à la fois la production de miel. Donc, on passe aux actions pour aider les butinaires. Alors, on va parler bien évidemment du partenariat MFA, c'est important aussi qu'on en parle aujourd'hui. Et je vous présenterai ensuite quelques actions très simples que vous pouvez mettre en place pour soutenir les pollinisateurs de chez vous. Alors, MFA, vous le savez, vous êtes parrain d'abeilles depuis quelques années. Alors, qu'est-ce que c'est que parrainer des abeilles? Alors, l'entreprise, elle permet directement le développement de nouvelles colonies d'abeilles chaque année. Une colonie d'abeilles, c'est à peu près 40 000 abeilles préservées, développées grâce au parrainage. C'est également un soutien humain et financier qui est apporté à l'apiculteur, puisque vous vous engagez à finalement lui apporter un revenu fixe annuel associé au miel finalement qu'on vous fournit dans le cadre du parrainage et qui est acheté à l'apiculteur à un tarif décent, un tarif qui lui permet de vivre de son activité. C'est aussi la consolidation et le développement du cheptel puisque ces colonies sont renouvelées chaque année. Et dans
dans le pot commun du parrainage, vous avez aussi ce qu'on appelle, nous, l'aide exceptionnelle qui peut permettre à un apiculteur de pallier à des mortalités au-delà de la moyenne nationale. Donc, vous participez également au soutien global de la filière et du réseau Into pour les abeilles. Ce sont 100 pots de miel qui vous sont fournis par ruche parrainée à un tarif décent pour l'apiculteur, c'est ce que je vous expliquais. Et du côté d'MFA, eh bien, c'est l'installation de ruches à vos couleurs, c'est une page dédiée, la possibilité de rencontrer l'apiculteur et du miel français local. Donc voilà. Concernant le partenariat, eh bien, c'est un partenariat fidèle depuis 3 ans maintenant. Au global, ce sont 6 ruches parrainées, puisque vous en parrainez 2 pour le compte MFA chaque année. Un ciblage proche du site MFA, un soutien humain et financier à Lionel, hein, votre apiculteur, et puis 100 000 abeilles chouchoutées chaque année, 300 000 depuis le début du partenariat. Donc là, je vous ai mis quelques visuels que vous avez disponibles sur l'espace dédié MFA, donc la ruche. Vous avez le portrait de l'apiculteur, donc Lionel, hein, votre apiculteur, et le rucher. Donc je bascule à présent sur ces quelques gestes simples que chacun peut mettre en place pour aider les abeilles. Alors, premier geste que vous pouvez mettre en place, c'est bien tout simplement semer des mellifères pour les abeilles. Et c'est quoi les mellifères? Ce sont des plantes, des fleurs, des arbustes qui vont permettre d'offrir aux abeilles du nectar et du pollen sain tout au long de l'année et notamment dans ce qu'on appelle la période transitoire, c'est-à-dire la sortie d'hivernage. Ça va s'opérer d'ici quelques semaines. Donc la sortie d'hivernage, lorsque la colonie se réveille tout doucement de sa période d'hiver, il lui reste plus beaucoup de ressources dans la ruche et elle va avoir besoin de, alors ce qu'on appelle communément les mauvaises herbes, mais c'est les trèfles blancs, les trèfles mauves, les coquelicots, les pâquerettes, etc. Et cette jachère que vous pouvez semer à la volée dans vos balcons, sur vos jardins, etc. Eh bien, c'est un apport à un moment stratégique où les abeilles sont en train d'attendre la première mielée printanière et ont besoin de ressources pour avoir un espèce de regain d'énergie pour pouvoir relancer la saison. Je vous ai mis du coup un calendrier des mellifères. Donc, ça peut être des arbres, ça peut être des arbustes, ça peut être des plantes, ça peut être des fleurs, voilà. Autre conseil, évitez les tontes trop régulières des jardins. Laissez un bout de carré, voilà, en prairie sauvage ou en jachère, pour les abeilles et pour les pollinisateurs. Déjà, ça peut être très joli, hein, et ça permet de revoir un petit peu sa vision du jardin à la française, très carré, etc. Et puis, ça permet aussi d'apporter de la nourriture pour les butineurs. Vous pouvez aussi créer un jardin naturel. Donc, vous pouvez très bien faire analyser le sol, votre sol, et prévoir des plantes qui sont des plantes rustiques, locales, adaptées à votre terroir et donc à votre jardin. Ça, c'est très intéressant de le faire comme cela. Aujourd'hui, vous savez, il existe des plantes invasives qui ne sont pas locales ni rustiques et qui ont un impact négatif sur la biodiversité. Donc, c'est important de se dire que vous pouvez aussi planter des mellifères locales, rustiques, adaptés au terroir. Vous pouvez installer un abreuvoir à abeilles et à pollinisateurs, les oiseaux en font partie, à l'approche du printemps et durant toute la période estivale où notamment l'année dernière, on a eu des pics de sécheresse et où vous pouvez apporter de l'eau pour les pollinisateurs. Il faut savoir que l'eau est un ingrédient essentiel pour les abeilles. Aux abeilles, à la fois, ça permet de tempérer la ruche en période de pic d'activité. Donc, en période de pic de chaleur, ça permet de refroidir la ruche. Et également, c'est important, ça permet d'alimenter aussi la colonie. Alors, un abreuvoir à abeilles ou à oiseaux, c'est quelques étapes très simples. Vous prenez un récipient, vous venez y mettre quelques cailloux, quelques brindilles, voilà, pour créer des zones sur lesquelles les abeilles vont pouvoir se poser. Vous mettez de l'eau en surface et puis vous veillez à changer l'eau une fois, allez, 2 fois par jour si vous avez la force de le faire, mais au moins une fois par jour pour éviter la prolifération, notamment des moustiques. Ça permet vraiment de renforcer les pollinisateurs à un moment. Voilà, vous mettez ça au rebord de balcon, vous mettez ça dans le jardin à 2-3 endroits stratégiques et vous apportez comme cela aux pollinisateurs une ressource en eau. Bien sûr, bannir les pesticides, alors ça va de pair avec tout ce qu'on a dit au préalable, mais aujourd'hui, voilà, ne plus utiliser de produits phyto dans nos jardins, c'est hyper important pour préserver les pollinisateurs.
Vous pouvez aussi parrainer à titre particulier, donc voilà, en famille, hein, vous pouvez parrainer une ruche, ça commence dès 5 € par mois sur le site donc www.untoitpourlesabeilles.fr. Vous faites exactement la même action que fait MFA au titre d'entreprise, mais à votre échelle, et vous recevez des pots qui sont personnalisés avec votre nom chez vous. Vous pouvez dorloter les abeilles sauvages, puisque les abeilles sauvages sont les petites sœurs des abeilles à miel. Donc, elles vivent dans les orifices que propose la nature. On a conceptualisé un abri à abeilles sauvages totalement adapté aux abeilles locales. Le petit plus de ces abeilles, hein, c'est qu'elles ne piquent pas. Donc, il y a un enjeu d'observation. Et vous pouvez les observer en toute sécurité. Vous avez à l'intérieur des tubes, notamment des tubes transparents, qui permettent de voir tout le processus de nidification de ces abeilles. Donc, vous allez voir l'abeille sauvage pondre un œuf, l'œuf devenir larve, la larve devenir cocon, et l'année suivante, donc le cocon éclore et avec lui, donc la nouvelle génération d'abeilles sauvages repeupler en local. C'est important parce qu'aujourd'hui, les abeilles sauvages vivent les mêmes facteurs d'affaiblissement que les abeilles à miel, et elles sont moins connues parce qu'elles ne produisent pas de miel, donc il y a moins d'attrait, si vous voulez, lié à la conso. Vous pouvez également acheter en circuit court et surtout, prendre le temps de lire et décoder les étiquettes. Je vous ai mis un article très, très clair sur le sujet. Aujourd'hui, vous avez des pros du marketing qui vous réalisent des packagings très, très orientés et qui créent la confusion. Vous allez avoir un bandeau bleu, blanc, rouge. Vous allez avoir une apicultrice ou un apiculteur en photo avec sa tenue là, de cosmonaute, ce qu'on appelle la vareuse, avec donc une petite citation: mon père était apiculteur, mon grand-père était apiculteur, et j'ai à cœur de renouveler de perpétuer le métier ancestral. Et puis vous allez avoir la douloureuse, donc miel, vous allez voir les indications au dos, hein, ça vous mettra lire au dos pour voilà, et vous allez avoir plusieurs origines. Alors en plus, le petit côté un petit peu malicieux de tout ça, c'est qu'on vous met pas les origines à 100%, on vous les note pas. On va vous mettre ce qui peut paraître du code entre guillemets, on va vous mettre ROU, UKR, CHI, ESP, donc dans l'ordre, hein, Roumanie, Ukraine, Chine, Espagne. Aujourd'hui, la loi biodiversité impose d'apposer sur les étiquettes la provenance par ordre d'importance. Alors, on a demandé également le pourcentage. Bon, aujourd'hui, certains mettent bien les pourcentages, d'autres ne les mettent pas. Mais voilà, vous allez voir ROU, UKR, CHI, ESP. Donc, alors, ceux qui ne savent pas lire ni décoder ne comprendront pas ce que ça veut dire. C'est toutes les origines de votre miel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un miel qui a 4-5 origines, c'est un miel à bannir pour la simple et unique raison que, alors, il a déjà une empreinte carbone juste phénoménale. Donc, voilà, vous avez également certains pays par lesquels vont passer ces miels. Donc, un miel en provenance d'Asie qui passe par l'Espagne aura une appellation origine Espagne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nébuleuses légales et législatives qui permettent de modifier l'appellation d'un miel à partir du moment où vous avez une action réalisée dans un pays de provenance ou de passage. Et puis alors, pour mélanger ces miels, eh bien, ils vont être chauffés, ils vont être surchauffés, puisqu'il n'y a pas de législation en vigueur dans les pays d'Europe et notamment en Asie concernant le miel. En France, par exemple, un miel est extrait à froid, alors c'est le cas, hein, chez nos apiculteurs, et il peut être chauffé jusque 35, allez, jusque 40 degrés. Au-delà, on estime qu'en fait, il perd tous ses apports nutritionnels, organoleptiques, etc. Donc, en France, on ne chauffe pas au-delà de 40 degrés. Et pourtant, les miels en provenance d'Asie, d'Espagne, de Roumanie, Ukraine, etc., pour pouvoir les mélanger, il va falloir les chauffer, tout simplement parce qu'un miel, ça cristallise un miel, il finit par créer des cristaux, il va s'épaissir. C'est naturel et c'est normal. Un miel qui ne cristallise pas dans le temps, ce n'est pas du miel, c'est du sirop. Donc le miel en pompe, là, typiquement le miel en pompe, moi je ne vous le préconise pas, tout simplement parce qu'on ne peut pas donner un aspect liquide ad vitam aeternam à un miel. Un miel, c'est un produit vivant qui va se figer dans le temps.
Et donc, pour pouvoir les rendre liquides et pour pouvoir les mélanger, tous ces miels de différentes provenances, vous allez les chauffer au-delà de la moyenne nationale préconisée en France, qui n'est pas redoublée dans les autres pays. Et puis, vous allez du coup avoir une espèce de mélange surchauffé qui va donner un espèce de sirop de glucose transformé, mais c'est plus du miel. Donc ça, c'est le premier élément. Beaucoup de provenances doivent vous alerter. Un bon miel, alors je vais pas forcément vous orienter vers le produit français, hein. Je sais que voilà, ça peut être difficile parfois, ne serait-ce que pour le portefeuille, mais un bon miel, c'est un miel qui n'a qu'une seule origine. Qu'une seule origine. De préférence, un miel labellisé, donc vous pouvez avoir un miel bio, donc le label France, c'est le label Eurofeuille ou le label AB. Et puis vous avez le label Bio Europe qui est le label Eurofeuille, donc la feuille verte. Voilà, pour le label France, c'est le label AB, voilà, pour le reconnaître. Donc moi, naturellement, je vous oriente vers un miel 100% français parce qu'aujourd'hui, on a des gages et des garanties supplémentaires que vous n'avez pas, hein, pour les autres pays. Et puis, c'est un miel labellisé de préférence, sans obligation. Je vais terminer avec du coup l'aspect un peu plus ludique, hein, les métiers de l'apiculteur et ceux des abeilles. Je vais faire un peu plus vite sur cette deuxième partie puisqu'il nous reste plus que 5 minutes. Et puis, je clôturerai là et puis je vous transmettrai le support pour les plus curieux d'entre vous. Alors, pour l'apiculteur, globalement, si je devais vous résumer son rôle, eh bien, pour nous, chez Un Toit pour les abeilles, tous nos apiculteurs sont signataires d'une charte en 10 points, une charte de bonnes pratiques environnementales et apicoles, et autour de 4 axes qui sont essentiels. La première chose, c'est la préservation des abeilles et du vivant. Voilà, donc pas de recherche de rendement à tout prix, on préserve le vivant et on produit dans le respect des abeilles. Le deuxième, c'est le respect de l'environnement autour des ruches. Pas de déchets sur le rucher, on plante des mellifères adaptés aux abeilles et à la rusticité des sols et on agit pour un environnement restauré, régénéré autour des ruches. Une production d'un miel français, du rucher à la ruche, hein, ou de la ruche à l'abeille, pardon, à l'assiette. Donc, on produit dans le respect des abeilles un miel du rucher, donc certifié, garanti français, de toute fraîcheur puisque c'est le miel de l'année, et non frelaté, non mélangé, non adultéré. Et enfin, le dernier axe, c'est la sensibilisation, parce que c'est important d'éveiller les consciences à l'enjeu majeur de préserver les abeilles. Je termine avec les rôles des abeilles. Alors, au cours de sa vie, l'abeille, elle va jouer 7 rôles essentiels. Il faut savoir que une fois qu'elle est adulte, hein, une fois qu'elle devient adulte, donc l'abeille, elle va passer du statut d'œuf à celui de larve, puis à celui de nymphe, hein, quand elle est en cocon, avant de sortir de l'alvéole et donc elle naît abeille adulte. Donc elle a différents rôles qu'elle va jouer au sein de la colonie. Ces rôles, souvent, on les met en regard avec les activités, la fonction dans l'entreprise. Ça peut être assez sympa d'avoir une animation en ce sens. Aujourd'hui, elle a 7 rôles essentiels pour le bon fonctionnement de la colonie. Elle est d'abord nettoyeuse. Elle va s'occuper de gérer, en fait, de nettoyer la ruche et de rendre la colonie, la ruche propre, puisque la ruche, c'est un endroit très très propre où il n'y a aucune place pour les déchets extérieurs. Ça, donc, elle le fait dans les 3 premiers jours de sa vie d'adulte. Ensuite, elle va passer à nourrice, c'est-à-dire qu'elle va alimenter, elle va prendre soin des larves, donc des futures générations d'abeilles qui prendront le relais. Elle va former, elle va alimenter ces futures abeilles. Elle devient ensuite manutentionnaire puisqu'elles vont récupérer le miel des butineuses. Donc, elles se transfèrent le miel de jabot en jabot avant d'aller remplir les alvéoles du nectar qu'elles ont récolté, hein, que les abeilles butineuses ont récolté pour elles. Donc, elles deviennent manutentionnaires. Ensuite, elles deviennent architectes. Donc, elles ont ce qu'on appelle, apparaissent chez elles des glandes cirières et elles vont, grâce à la cire, hein, qu'elles ont en elles, elles vont créer les alvéoles de cire de manière à pouvoir intégrer à l'intérieur le miel, le nectar récolté. Ensuite, elles deviennent des ventileuses. Une fois le miel récolté, en fait, donc alors, le terme, c'est nectar. Une fois le nectar récolté, mélangé avec de l'eau et du pollen, elles vont venir ventiler pour atteindre un taux d'humidité de l'ordre de 17%, en dessous de 20%. C'est à partir du moment où ce nectar a un taux d'humidité inférieur à 20% qu'il est transformé en miel, qu'il devient miel. Et à partir de là, donc une fois qu'elles ont ventilé, elles ont leur miel prêt à être consommé, donc elles vont
mettre une fine opercule de cire pour informer du fait qu'elles ont bien du miel prêt disponible. Et ensuite, l'abeille devient gardienne, donc elle s'en va donc prendre soin de la colonie, donc elle se met vraiment sur la planche d'envol et elle vient alerter en cas de danger et puis agir en cas de danger, notamment avec, vous savez, le frelon asiatique. Le frelon asiatique, il nous est apparu dans les années 2004 suite à une importation en provenance d'Asie d'une poterie par erreur. On avait une reine fécondée à l'intérieur, la reine a fécondé, elle a eu ses premières générations de frelons asiatiques et aujourd'hui, le frelon asiatique est présent sur tout le territoire. Il faut savoir que les abeilles dites locales, les abeilles chinoises qui connaissent ce prédateur, elles se mettent autour du frelon asiatique, elles vont ventiler, atteindre des températures au-delà de 45 degrés. Les abeilles supportent ces températures élevées et le frelon, lui, il est crié sur place et il meurt sur place. Nos abeilles à nous, locales, européennes, qui n'ont pas encore pris le pli de ce nouveau prédateur, c'est encore récent, c'est une vingtaine d'années, donc c'est encore tout récent. Elles vont piquer. Quand elles piquent, forcément, elles perdent automatiquement une partie de leur abdomen, elles meurent. Et puis, le frelon asiatique est hermétique aux piqûres d'abeilles, donc ça ne sert strictement à rien. Donc là, effectivement, depuis quelques années, on voit une tendance. Les abeilles locales et européennes commencent à reproduire le système de défense des abeilles chinoises et elles se mettent autour de l'abeille, du frelon, et elles vont ventiler et atteindre une certaine température qui grille le frelon sur place. Voilà, il se sera passé 20 ans entre l'intégration du nouveau prédateur chez nous et la mise en place d'un moyen de défense. Alors, ce n'est pas encore actif partout sur tout le territoire, mais voilà, il faut savoir qu'on met du temps à s'adapter aussi à ces nouveaux facteurs d'affaiblissement des colonies qui font du mal aux abeilles. Et à partir du 21e jour, eh bien, tout simplement, les abeilles vont devenir butineuses et jusqu'à la fin de leur vie, elles vont aller butiner de fleur en fleur et apporter nectar et pollen sain à la ruche. Voilà, je termine avec cette petite capsule sur les différents produits de la ruche. Vous connaissez le miel probablement, mais les abeilles produisent toute une large gamme de produits de la ruche, comme la cire d'abeille, qui est utilisée donc dans les emballages produits alimentaires, qui permet notamment de faire du bivrac, mais pas que, dans les produits cosmétos notamment, la propolis qui est un vrai antibactérien, la gelée royale qui est un vrai régénérateur des cellules. Alors, juste une petite parenthèse sur la gelée royale. Il est effectivement préconisé de consommer de la gelée royale. C'est un régénérateur naturel très performant puisque la reine dans la colonie d'abeilles, ce n'est qu'une abeille qui a été alimentée exclusivement qu'à base de gelée royale, alors que les abeilles ont consommé de la gelée royale pendant les 3 premiers jours de leur vie, puis ensuite elles ont une espèce de mélange de nectar, pollen, une espèce de bouillie qu'elles consommeront. Eh bien, il faut savoir que la reine va vivre jusque 4-5 ans, alors que les abeilles vont vivre quelques mois à peine, et puis elle va être 2-3 fois plus développée qu'une abeille standard. Donc, vous voyez la force de la gelée royale. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que la gelée royale, elle a cette faculté à régénérer les cellules, mais toutes les cellules. Donc, notamment, potentiellement, je dis bien potentiellement, je mets ça au conditionnel, les cellules qui seraient malignes. Donc, il n'est pas préconisé, par exemple, typiquement, de consommer de la gelée royale alors que vous avez un cancer, un cancer avéré. Donc voilà, il faut toujours, pour la consommation de gelée royale, s'en référer à son médecin traitant. Et puis, vous avez le pollen qui est consommé, donc, qui est la protéine alimentaire des abeilles, et donc qui est très riche en vitamines et protéines, et qui est un vrai atout pour notre consommation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si j'ai vu tous les sujets. Il me semble avoir vu le plus gros. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous transmettrai le support. Pour que vous puissiez bien tout simplement peut-être reprendre certains éléments qui vous ont plu. Voilà. Merci beaucoup, Zakia. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une question ou pas Ouais, moi j'ai une question. Des fois, on voit une différence entre du miel qui est transparent, translucide, et du miel qui est un peu plus épais. Ouais, plus épais. C'est quoi la différence? Alors, c'est le type de nectar qui a été récolté par les abeilles. Donc, c'est le sirop de fructose, donc le nectar des fleurs, qui est plus ou moins épais. Par exemple, le miel d'acacia,
C'est un miel qui va… donc, la fleur d'acacia, c'est une fleur qui crée des tout petits cristaux et donc, ce qu'on appelle une cristallisation très fine. Donc, le miel, il va être liquide très longtemps. Il va être liquide, un peu translucide, etc. Et vous avez des miels qui vont presque figer à même la ruche. Par exemple, la fleur de colza, elle génère des gros cristaux de fructose. Et en fait, du coup, elle s'épaissit presque à même la ruche. Et le miel de colza, c'est un miel qui cristallise très, très, très vite. Voilà, donc la couleur du miel, elle dépend exclusivement de la fleur du nectar récolté. Et ensuite, l'épaisseur ou l'aspect liquide, il dépend, lui, des cristaux créés par ces fleurs. Tous les miels cristallisent tôt ou tard. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 jours. Tous les miels cristallisent dans le temps. C'est un phénomène naturel de création de cristaux des fleurs. Ça peut être plus ou moins long, mais tous les miels cristallisent tôt ou tard. Et c'est pour ça que le miel en pompe, c'est presque une aberration parce que, alors, sauf pour la cristallisation très très longue qu'on peut avoir pour le miel d'acacia. Sinon, un miel de fleurs, par exemple, un miel de fleurs, par définition, c'est un miel de plusieurs fleurs, qui a été récolté sur plusieurs fleurs. Et donc, vous avez des cristaux fins, des cristaux plus épais. Normalement, vous avez de fait une cristallisation qui va s'opérer dans l'année. Merci. Merci, Zakia. Merci. Il y avait une autre question, je crois. Moi, c'était au niveau du prix. Est-ce qu'on peut dire qu'un prix élevé par rapport au niveau du miel, on peut dire que c'est un bon miel ou ça n'a rien à voir? Alors, ce sera un indicateur, mais ce ne sera pas forcément, le seul indicateur. Il faut vraiment faire attention à bien lire les étiquettes, ce que je vous ai expliqué là en préambule, mais vraiment à bien lire les étiquettes. Quand vous avez plusieurs origines, passez votre chemin, parce que même dans la manière dont le miel a été constitué, il a été surchauffé, et donc vous n'avez plus les apports organoleptiques. C'est du sirop de glucose finalement. Alors vous allez avoir le goût du miel, vous allez avoir le ressenti d'un miel, mais ce n'est pas du tout du miel. Donc le mieux, clairement, c'est de privilégier une seule origine, de préférence une origine France. Si vous avez la possibilité d'avoir un label supplémentaire, donc là, ça vous coûtera un petit peu plus cher, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le label. Typiquement, tous nos apiculteurs ne sont pas labellisés bio parce qu'en France, pour la labellisation, vous avez un critère géographique et toutes les régions de France ne sont pas labellisables bio. Bon. Pour autant, toutes les pratiques de nos apiculteurs sont labellisables, c'est-à-dire que nos apiculteurs, ils ne récoltent pas, par exemple, dans le corps de la ruche, jamais. C'est-à-dire que tout le miel du corps, donc la partie inférieure de la ruche, la maison des abeilles, on laisse le miel aux abeilles. On ne prélève jamais dans le corps. En Europe, vous avez du prélèvement dans le corps de la ruche. Dans le corps de la ruche, vous avez les larves, vous avez les nouvelles générations à venir, vous avez les pains de pollen qui sont la nourriture des abeilles, vous avez le nectar pour les abeilles. Okay, et vous avez la reine en plus. Donc, la maison mère, entre guillemets, elle doit pouvoir se développer naturellement et on doit pouvoir la laisser se développer. Donc, on ne consomme jamais, en France et pour nos apiculteurs de surcroît, on ne consomme jamais ce qu'il y a dans le corps. Quand on a une miellée, donc c'est-à-dire une grande production de nectar à un instant T, c'est-à-dire on a un champ de lavande sur le secteur en pleine floraison, eh bien, on va venir ajouter ce qu'on appelle les hausses à miel. Et avant de mettre la hausse à miel, on va venir mettre ce qu'on appelle la grille à reine. Donc, ça veut dire que la reine, elle ne peut pas monter en haut. Elle ne peut pas pondre en haut. Et en fait, nous, on va récupérer uniquement les hausses à miel, donc le surplus de miel produit par les abeilles, qu'on va vous fournir à vous dans le cadre du parrainage. Et en fait, tout ce qui reste dans le corps est laissé aux abeilles pour s'alimenter. Ce n'est pas le cas en Europe. En Roumanie, en Ukraine, et notamment dans les pays de l'Est, une fois que la miellée a eu lieu, on vient prélever le miel à même le corps. C'est-à-dire qu'on est prêt à tuer les larves, potentiellement à tuer la reine, et en fait, on s'en fiche de la colonie, peu importe l'état de santé de la colonie, elle a produit, on a le miel, on peut le vendre. Et c'est ça le drame écologique auquel on doit faire face, c'est qu'en fait, on produit en détruisant le vivant. Et ça, c'est quelque chose qu'on refuse chez Un Toit pour les abeilles. Donc, le mieux pour moi, c'est d'aller acheter en circuit court, quand vous avez la possibilité de le faire, c'est d'aller acheter chez le petit apiculteur. La dernière, pour lui dire s'ils sont contrôlés. Une dernière, justement, je vais en faire mon métier. Après, si vous avez des questions, on lui envoie par Non, justement, c'est pour savoir par qui vous êtes contrôlé, par quel organisme, et si vous êtes contrôlé aussi.
Alors, nous, oui, effectivement, nous, on a donc tous nos apiculteurs sont signataires d'une charte. Donc, nous-mêmes, nous allons contrôler nos apiculteurs. Et en plus de cela, nous avons le label bio. Nos apiculteurs, pour grande majorité d'entre eux, l'ont aussi. Alors, je pourrais vous faire passer la charte parce que la charte peut déjà vous donner quelques éléments. Hein. C'est en 10 points, je vous ai résumé les 4 axes, mais en 10 points sur lesquels on est intransigeant. C'est-à-dire que derrière, on fait analyser nous-mêmes les miels de nos apiculteurs par un laboratoire indépendant chaque année. Et si on a le moindre doute sur l'appellation, alors l'appellation du miel, que l'apiculteur nous ait dit, vous pouvez l'appeler miel de lavande, mais qu'en fait, il n'a pas suffisamment de pourcentage de lavande. Allez, ça peut arriver pour qu'un miel puisse obtenir l'appellation miel de lavande, par exemple, il faut qu'il ait 78 ou 80% de nectar validé lavande. Et s'il y a d'autres fleurs annexes, c'est pas grave, mais il a une grosse dominante de nectar de lavande. Donc l'apiculteur va vous dire j'ai récolté cette année du miel de lavande, et en fait on s'aperçoit qu'en fait on peut pas l'appeler lavande parce que le retour du laboratoire indépendant va nous communiquer que c'est un miel à 75% lavande, mais qu'en fait il y a aussi d'autres fleurs, donc il faudra lui donner l'appellation fleur. Par contre, tous les miels de nos apiculteurs sont analysés chaque année par des laboratoires indépendants avec lesquels nous n'avons aucun rapport. Okay, et on fait un retour à l'apiculteur. On s'assure de l'appellation, donc de l'origine. Alors, de l'origine, ça nous permet de s'assurer qu'en fait, on est bien sur le miel du rucher et pas du miel voisin, etc. Parce que c'est l'origine presque locale. Et le dernier élément, c'est la fraîcheur. Donc, la fraîcheur, elle est contrôlée notamment par le taux d'humidité dans le miel et 2-3 autres éléments qui nous permet d'assurer qu'il s'agit du miel de l'année. Donc, en plus, vous avez un miel. Alors, le miel, ça ne se périme pas. En France, la loi nous impose de mettre une DDM à 2 ans, une date de durabilité minimale. Ça ne se périme pas. Pour autant, vous avez des miels plus frais que d'autres et là, ça nous assure une fraîcheur du miel. Donc, tous nos apiculteurs sont analysés de manière obligatoire chaque année via ces laboratoires indépendants et nous assurons que la charte en 10 points est respectée. Cette charte, elle est signée par nos apiculteurs et on se rend sur place pour valider avec eux la conformité et le respect de cette charte. Merci. Merci, Zakia. Merci. Vous aviez d'autres questions? Non. On vous les enverra par mail sinon. Avec plaisir. C'était très intéressant, Zakia. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Au Au revoir. revoir. Merci Rodolphe. Merci.